Eh bien, voilà, bonsoir. Merci d'être là ce soir pour la rencontre avec Marie Minier, qu'on est très heureux d'accueillir, très heureux d'accueillir, qu'on devait recevoir à l'occasion de notre salon du livre qui a été annulé en 2021, donc. Et à l'occasion de ce salon, on devait recevoir Marie pour le Palais des Orties, il me semble, en avant-première du salon. C'est ça, Nicolas, hein? Il me semble me souvenir de ça. Voilà, le Palais des Orties, qui est donc entre-temps sorti en folio, et qui était déjà un livre magnifique qu'on avait beaucoup aimé, et que donc je vous encourage vivement à lire aussi. Et donc ce soir, nous vous recevons Marie pour Petite Sœur, qui est un livre qui, moi, m'a beaucoup touchée. J'ai trouvé que c'était un livre merveilleux, à la fois merveilleux, à la fois très compliqué sur la relation fraternelle, mais bon, je ne vais pas en dire plus parce que je ne veux rien révéler. Mais c'est en tout cas un très beau récit qui m'a beaucoup touchée. Voilà, et surtout, toujours magnifiquement bien écrit. Et ça, c'est forcément le plus essentiel de la littérature. Sinon, on a du mal. Voilà. En tout cas, je ne vais pas vous en dire plus et vous dire juste que la prochaine rencontre, ça sera avec Monica Sabodou le 16 novembre, il me semble. Voilà, et donc je vous souhaite une bonne rencontre et puis à tout à l'heure. Merci. Merci Catherine et merci Marie Némier d'être venue jusqu'à nous. Effectivement, il y a longtemps qu'on souhaitait vous recevoir. Personnellement, j'avais découvert, je pense, comme beaucoup de monde, votre œuvre avec la Reine du Silence, quelques années. Et après, bon, j'ai suivi 18 ans quand même. tous les livres. Citons par exemple Anatomie d'un cœur, le Silence, on l'a dit, Les Inséparables en 2008. Un livre que j'aime beaucoup aussi, Les Confidences. Des livres à la fois très différents et qui ont évidemment une unité, un style qu'on retrouve de livre en livre, mais on le disait tout à l'heure, vous avez de multiples casquettes. En fait, vous n'arrêtez pas, parce que si on regarde votre bibliographie, on a l'impression que vous sortez un roman tous les 2 ans, à peu près. En fait, entre-temps, vous écrivez pour la jeunesse, vous écrivez des chansons, vous écrivez pour le théâtre, pour la radio, enfin bon, vous êtes vraiment très... Enfin, je n'arrête pas, c'est-à-dire qu'en fait, je fais que ça, quoi. Quand j'écris pas, j'écris. C'est ça. Et j'ai aussi élevé des enfants, bon, ça prend un peu de temps aussi, mais... Le thème... Pardon. Le thème de Petite Sœur, on l'a dit tout à l'heure, en fait, on l'apprend dès la première page. En fait, c'est une narratrice, Alice, dont le frère est mort à 28 ans, qui est mort peut-être quelques mois, 1 an avant, l'hiver dernier. Et toute l'histoire du livre, pour elle, sera de revenir sur à la fois l'écriture de son livre, d'écrire sur son frère, pour comprendre et pour expliquer la relation fusionnelle qu'elle a eue avec lui, et relation qui s'est mal terminée, puisqu'on apprend dès le début qu'ils ne se sont pas vus depuis 7 ans, qu'elle n'a pas voulu venir au crématorium, qu'elle il y a eu une coupure très nette. Alors, je voulais vous poser une toute première question sur la première chose qu'on trouve en ouvrant le livre, c'est-à-dire l'épigraphe tirée de la dramaturge Sarah Ken, et qui dit chose mêlée. Voilà. Si je pouvais me délivrer de toi, sans pour autant te perdre. Et l'autre personnage lui répond, ce n'est pas toujours possible. Et voilà ma première question. Est-ce que cette citation de Sarah Ken, qu'on va retrouver d'ailleurs dans le récit, est-ce qu'elle ne met pas le doigt justement sur un des grands thèmes du livre, si ce n'est son grand thème, c'est-à-dire le caractère
invivable des sentiments passionnels et des relations passionnelles. Oui, c'est vrai, ça pourrait être un couple, mais parler d'un couple. Mais la position de cette narratrice c'est un personnage assez rêveur et assez contemplatif et serein quand même. Voilà, elle n'a jamais voulu vraiment grandir. Elle aime bien, elle voit les mots dans l'espace. Elle est rêveuse, disons. Et donc, en fait, c'est évident qu'il faut qu'elle se sépare de ce frère, qui était un peu trop proche. Mais elle n'a pas envie de le perdre. Enfin, elle n'est pas du tout dans la porte qui se claque. Et je trouvais ça intéressant de développer ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut garder les bons souvenirs, les bonnes choses? Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle pose comme question. Elle dit, je vais raconter les bons souvenirs. C'est un peu une façon de récupérer son histoire. C'est-à-dire qu'en fait, si on met tout à la poubelle, ben, on est perdant. Je crois que je le pense un petit peu aussi. Il faut... voilà, elle ne veut pas se poser en victime. Regarder ce qui a été beau, parce qu'il y a eu beaucoup de belles choses entre eux. Et puis le reste, elle dit qu'elle ne va pas le raconter. Voilà, ça c'est le début du livre, hein, puisque c'est elle qui écrit, c'est elle qui raconte en direct. Donc elle dit, ça je ne le raconterai pas. La suite, le reste, les douleurs, etc. Ça, je veux pas en entendre parler, je ne veux pas en parler. Mais les bonnes choses, on va les garder. C'est comme pour donner une chance à ce passé. Souvent, on pense plutôt qu'il faut claquer la porte et qu'il faut tourner le dos aux histoires sombres. Je sais pas, ça peut être intéressant aussi. Ouais. En tout cas, j'ai tenu cette hypothèse grâce à ce personnage de pas claquer, enfin de pas mettre. Voilà. D'accord. On verra d'ailleurs. C'est justement le fait qu'elle annonce qu'il y a des choses qu'elle ne va pas raconter, ça fait aussi un peu partie de l'intrigue parce que elle nous dit dès le début que finalement ce qu'elle écrit, le premier chapitre qui s'appelle Le départ, c'est en fait une relecture, enfin elle annonce qu'elle va relire des pages qu'elle a déjà écrites, les pages du roman. Et justement, je me disais, ce titre, le départ pour le premier chapitre, bah, c'est à la fois le départ, la mort du frère qui est parti, non, et c'est peut-être aussi le départ de l'écriture du livre, l'écriture qui commence par une relecture en quelque sorte. Oui, c'est ça. Ça commence par une relecture. Elle relit ce qu'elle a écrit. Et alors, elle se rend compte que ce qu'elle a écrit sur le passé, c'est écrit au présent. Et que ce qui se passe au présent, elle l'a écrit au passé. Par exemple, ce qui se passe au présent, là, je pourrais vous dire, et ça on pourrait dire que c'est du présent, hier, je suis allée faire ceci, cela. Ça, on est dans un passé, mais qui est un passé présent. Et je pourrais vous dire... l'hiver dernier, mon frère est mort, il prend sa voiture, etc. Et on repasse en présent de narration. Et ça, c'est quelque chose que je fais très très souvent, moi, en tant qu'autrice, c'est-à-dire de raconter le passé au présent, c'est-à-dire de le commencer au passé. Ça, je fais un peu de cuisine, mais c'est intéressant aussi. Commence au passé, et puis on arrive en français, c'est assez facile, avec des petits mots ou avec un passage je sais pas moi, souvent avec un passage au passé simple ou au futur antérieur, mais là, dans ce livre, il n'y a pas de passé simple du tout. C'est encore une autre histoire. Donc bref, Alice, à ce moment-là, est un peu mon double, c'est-à-dire qu'elle relit son livre et elle voit qu'il y a une espèce de confusion entre le passé et le présent, qui est égale à la confusion qu'il y avait dans cette relation entre le frère et la sœur. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc, vous avez encore quelque chose à dire. C'était à ce sujet, justement, pour dire que le début, c'est vraiment, quand on lit, c'est une expérience de la confusion, puisqu'il y a un mélange entre petite sœur, grande sœur, c'est-à-dire c'est l'aîné, mais il l'appelle petite sœur. Oui, ça, il faut peut-être l'expliquer. Donc, c'est pas une révélation, hein, c'est dit dès le début, dès la première page. En fait, c'est la grande sœur, Alice est la grande sœur, mais elle a ce caractère rêveur et un peu qui ne veut pas grandir. Donc, son petit frère qui arrive
un an après elle, va très vite prendre la place du grand frère et va l'appeler petite sœur, aussi par affection. Enfin, c'est une façon tout à fait mignonne de traiter sa sœur, mais bon, derrière le mignon, il y a autre chose qui se trame. Donc, petite sœur, grande sœur, le passé présent, la vie, la mort, en fait, tout ça est un peu dedans. Et aussi beaucoup, j'ai trouvé dans les premières pages, entre l'ombre et la lumière, et notamment une très belle image qu'elle emploie. Elle dit que son frère est mort en tombant, il est tombé comme un tableau. Tableau qui se décroche. Voilà, un tableau qui se décroche et qui laisse la marque au mur qui est plus claire, quoi. Et il dit il n'a pas été touché par la lumière. Enfin, la lumière ne l'a pas traversé. Enfin, non, je ne sais pas tout. Oui, enfin, c'est pas grave, je ne connais pas la phrase par cœur. Mais en fait, c'était ça, c'était cette image du tableau qui se décroche. Il n'a pas pris la lumière. Il n'a pas pris la lumière. Mais ça, c'est encore un truc, puisqu'on est là, on va continuer dans la cuisine, parce que c'est quand même intéressant. Alors, pour moi, bon, je dis pour un auteur, une autrice, comment on fait? On veut dire qu'un personnage est mort dès le départ. Hein, c'est la base de la chose. Il est mort. On va pas pleurer le mort d'une certaine façon, puisqu'il est déjà mort. Et il est déjà mort avant le début. Donc on va pas s'étendre sur cette mort. Enfin, en tout cas, moi, je n'avais pas envie de s'étendre. Mais alors, à quel point? Est-ce que je dis comment il est mort ou pas? Quelle est l'importance de ça? Est-ce que je sais pas comment vous avez, je me suis posé la question, mais seulement après avoir lu le livre, je me suis dit, mais au fait, elle n'a pas raconté comment il est. Ouais, voilà, c'est le mais au fait qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en effet, je pense que on prend ça comme une base et après on lit tout. On y va jusqu'au bout. Et après on se dit, ah oui, mais au fait, il est mort comment? Et là, on peut revenir au début et relire le tout pour savoir si l'auteur l'a dit ou pas. Mais non, je ne l'ai pas dit finalement. J'ai reçu un petit message sur Insta, une jeune lectrice, qui me dit « J'aimerais écrire un texte sur votre livre, mais alors je n'ai pas trouvé... je ne sais pas comment il est mort, Mika. Est-ce que vous l'avez dit? Est-ce que je ne l'ai pas vu ?» etc. C'était drôle. C'est peut-être une non-question ou c'est peut-être la question que je laisse au lecteur. Parce qu'il y a quand même des éléments. Quand on dit il est tombé, moi ça m'évoque des images, quoi. La ficelle, la corde à lâcher, ça m'évoque quand même des images. Enfin, je vois que madame voit ce que je veux dire. Il y a quand même quelque chose... Oui. Sauter. Citer un autre auteur. Mais, moi, quand j'ai lu cette phrase, ça m'a fait penser aux Envolées d'Étienne Carme, qui est une histoire justement de chute, enfin, de quelqu'un qui a sauté de la Tour Eiffel. Et dans son roman, après, il rencontre plein de gens soit qui tombent par des fenêtres, oui, alors en effet, moi j'avais assez présent à l'esprit de donner au lecteur ce petit indice peut-être. Alors ça peut être un accident, parce que je mets le mot accident, donc ça peut être une mort accidentelle, ça peut être une chute accidentelle, mais quand on a le thème de la corde, le thème de la chute, je sais pas. Ouais, voilà. Chacun son interprétation. Au tout début de la lecture, si on ne fait pas attention au terme roman qui est noté sur la couverture, la première page, on se dit, mais finalement, est-ce que c'est un texte autobiographique de Marie Nimier qui parlerait d'un de ses frères, par exemple? Et tout de suite, à la page suivante, on a le démenti par une phrase qui dit, c'est la narratrice qui parle, « Je m'appelle Alice ». Et là, évidemment, dans notre esprit de lecteur, Alice, d'abord, on passe tout de suite dans le roman parce que ne s'appelait pas Alice. Et ensuite, Alice, évidemment, ça nous évoque tout un univers, notamment celui de Lewis Carroll. Je pense qu'on va le retrouver quand même quelques fois dans le livre. Là aussi, c'est une question. C'est bien parce qu'en parlant des 2 premières pages, je pense qu'on peut passer 1 heure. Mais c'est intéressant parce que finalement, comme ça, on ne vous en raconte pas trop. Alice. Alors
trouver le prénom des... Alors en effet, c'est pas un livre autobiographique, j'ai deux frères, mais ils sont bien vivants, et ils m'ont gentiment torturé, et c'était des grands frères, mais j'ai pas eu d'une affection intense comme il y a pu avoir entre ces deux-là. Et donc, Ali, ah oui, alors moi je suis... Ça s'impose pas vraiment les prénoms. Enfin, puis à un moment, je me dis, c'est quand même bien de mettre un prénom, même si c'est elle qui parle. Donc normalement, on n'aurait pas besoin de mettre un prénom. Mais il y a un moment aussi pour parler du livre, ou si on parle d'elle, c'est quand même. Et puis l'autre, le frère, il a un prénom, donc puisqu'elle parle de lui. Donc pourquoi lui, il aurait un prénom et puis elle n'aurait pas de prénom. Voilà, alors donc Alice. Alors ça m'embête un peu Alice parce que c'est le nom de la fille de mon frère. Ah, je vais dire non, je peux pas Alice, je peux pas. Et puis finalement je l'ai gardé quand même parce qu'il s'est imposé et surtout par rapport à cette histoire de grand et petit. Parce que ce qui me frappe, parce que finalement Alice c'est pas Alice de Alice au pays des merveilles, pas vraiment un personnage rêveur elle-même. Mais c'est le livre qui nous fait rêver. Mais il y a quand même quelque chose de très important, c'est les petites fioles avec marqué Buvez-moi, et qu'elle grandit et qu'elle rapetisse. C'est surtout ça qui m'a touchée, qui a fait que je ne trouvais pas un autre prénom en fait. Et Alice, c'est un personnage, enfin votre Alice, un personnage dont on nous dit qu'elle ne veut pas grandir. Voilà. Donc c'est en effet comme cette Alice qui suit le lapin et qui s'en va du monde des adultes, qui va s'enfoncer dans ce monde merveilleux et terrible. Alors, il y a un thème très important au début de ce livre, enfin qui m'a beaucoup intéressé, c'est une chambre à soi, une chambre chez les autres. Et ça intervient par le biais d'un personnage absolument magnifique qui est Georgia, qui est la grand-mère d'Alice en fait, et qui est un peu l'oreille, son oreille parce qu'elle lui téléphone tout le temps, c'est aussi celle qui va lire son manuscrit, qui va le critiquer, qui va la faire avancer, enfin elle a un rôle très important dans la construction du livre, et peut-être pour expliquer cette histoire d'une chambre à soi qui fait référence à Virginia Woolf, et une chambre chez les autres, on pourrait lire un petit passage. Oui, bien sûr. Georgia, donc Georgia, elle est américaine, c'est la grand-mère, elle ressemble un peu, alors là, Georgia, c'est parce que je pensais qu'elle ressemblait un peu à Georgia O'Keeffe, là, plein de rides, là. Je travaille beaucoup aussi pour avoir les mêmes rides, mais je ne les ai pas tout à fait assez encore. Et elle a l'air d'un Sioux, un peu comme ça, une telle pose. Donc franchement, pour moi, Georgia, c'est ça, c'est Georgia O'Keeffe. Et elle a une relation à la langue française un peu particulière aussi. Elle a toujours vécu en France, donc elle parle parfaitement bien le français, mais elle a cette relation des étrangers avec une langue qui n'est pas sa langue maternelle. Donc c'est assez intéressant pour Alice. Georgia a été inspirée. Et si je n'avais pas été aussi faible, je lui aurais répondu que c'était à elle. Alors, c'est ça qu'il faut lire ? Ah oui, voilà, je sais où il faut lire. On n'a pas toujours besoin d'une chambre à soi pour écrire. Il arrive que l'on ait besoin d'une chambre chez les autres, une cage, un enclos, une pièce avec des rideaux que l'on n'a pas choisis. Même s'ils sont moches, les rideaux, rayés dans le mauvais sens avec des anneaux trop gros. Tu n'auras de compte à rendre à personne, puisque personne ne te connaîtra. Et avec ce nouveau texte, c'est une nouvelle vie qui commencera. Une vie sans Mika. Ta vie à toi. J'ai relu plusieurs fois la lettre de ma grand-mère. Je la trouvais si juste, de plus en plus juste à chaque lecture. L'idée de n'être personne, pour personne, me libérait de cette obligation de chagrin qui pesait sur moi, me détachait de lui, comme ces tableaux où des créatures diaphanes s'échappent du corps des gisants. Là donc au passage l'inversion de l'image du début. Je me sentais plutôt bien en vérité, même si j'étais fatiguée. La disparition de mon frère, comment dire, une peine immense, mais aussi un soulagement. Je le répète, comme lorsque j'avais pris le biberon de Mika dans le train et qu'il s'était arrêté de crier. Ma grand-mère trouvait que j'avais du talent et que je ne consacrais pas assez de temps à mon travail personnel.
Ce n'était pas la première fois qu'elle me conseillait de m'éloigner pour écrire. Selon elle, c'était la meilleure façon de procéder, au moins pour démarrer. Georgia savait de quoi elle parlait. Elle avait été interprète, puis traductrice, avant de s'installer en France. Au bout de quelques jours dans un lieu étranger, entourée de meubles et d'objets qui ne sont pas les tiens, tu commenceras, disait-elle encore dans sa lettre, à écrire pour les autres. C'est-à-dire non seulement en direction des autres, mais à la place des autres. Ceux qui passent en pétaradant dans la rue, faisant corps avec leurs bécanes, ceux qui marchent lentement, ceux qui se tordent les chevilles ou portent des paquets trop gros. Ce sont eux qu'il faut écouter. Tu n'es pas la seule dans ta situation. Tout le monde a eu dans son existence quelqu'un qui l'a aimé et qui est parti. Tout le monde a été blessé par un ami sans avoir pu le raconter. Tout le monde s'est réveillé avec une phrase en tête impossible à prononcer. Il faut bien que ces mots restés en souffrance se rejoignent quelque part et trouvent, eux aussi, un endroit où aller. Georgia m'avait convaincue, je devais partir. Bon, entre parenthèses, vous voyez ce style qui est très, très beau, mais qui est très, très fluide en même temps, qui est très... Parce que vous avez beaucoup travaillé en ce sens sur le... Oui, je ne vais pas me jeter les fleurs. Non, en fait, je travaille beaucoup, mais aussi, j'ai... donc, ce que je disais au début, dans ce livre, c'est le premier livre que j'écris sans passer simple. Et pourquoi j'ai pris cette décision? Parce que j'avais une première version où je travaillais normalement avec des passages imparfaits, passés simples, comme on raconte des histoires. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose, parce que c'est une narratrice, elle a 30 ans, quoi. Elle écrit pas avec des passés simples. Enfin, il y avait quelque chose qui allait plus. Et au début, j'ai eu du mal à les enlever, ces passés simples. Après, j'ai trouvé que ça donnait une légèreté aussi de parler au passé composé. Et justement, ça peut être très littéraire aussi. Parce que je pensais que le passé simple, d'enlever le passé simple, ça enlèverait une musique, quelque chose d'un peu qui place un peu le texte un petit peu ailleurs, quoi, un petit peu dans le domaine des contes, justement. Mais en fait, pas du tout. J'ai découvert quelque chose là avec ce livre. Et on y reviendra tout à l'heure parce que vous en reparlez à un autre moment du livre de cette histoire de temps à accorder, etc. Enfin, mais là, pour l'instant, en fait, je voulais simplement vous demander si, pour dire quelques mots, du fait qu'il faut qu'elle ressent le besoin de se déplacer dans un autre lieu, dans un lieu où elle ne reconnaît rien, où rien ne lui est familier, pour écrire son livre. Et si on lit la page des remerciements, à la fin, on voit que vous-même, vous avez beaucoup écrit dans ces conditions. Oui, ce livre, je l'ai écrit pendant toute la période Covid, donc normalement on était tous assignés à résidence. Et j'ai réussi quand même à me faire inviter à droite et à gauche par des théâtres qui avaient leur endroit pour inviter les comédiens en général qui étaient plus vite que d'habitude. Ça, je dis, je pourrais pas venir travailler 2 semaines chez vous, etc., etc. Et donc je suis allée un peu partout. J'avais tellement envie de m'enfermer, mais pas chez moi, quoi. Et s'enfermer chez les autres, j'aime bien. S'enfermer chez moi, c'est moins bien parce qu'on a toujours beaucoup d'obligations, beaucoup de choses matérielles, la vie matérielle, comme disait notre amie Marguerite Duras, la vie matérielle qui vous submerge, la maison, tout, enfin la vie, quoi. Et que, je sais pas moi, dès que j'arrive dans un endroit bienveillant, hein, il ne s'agit pas d'aller dans un endroit hostile, et que je peux m'enfermer, tout de suite je commence à travailler, enfin tout de suite il y a quelque chose qui se libère, et en effet aussi une attention aux autres qu'on peut rencontrer, parce que chaque petit échange avec les gens dans la rue, parce qu'on ne connaît personne et tout ça, donc chaque petite chose, chaque petit regard échangé, une petite conversation avec un commerçant ou n'importe, ça prend une ampleur incroyable, et on devient très sensible. Voilà, et puis le fait de ne pas avoir assumé le quotidien, d'être un peu flottant comme ça, moi ça me va très bien. Aussi, moi j'habite à la campagne, donc je suis habituée à être quand même assez seule. Je suis dans des très bonnes conditions pour écrire,
Mais chez moi, j'accueille des écrivains, aussi en général, des écrivaines d'ailleurs. C'est-à-dire comme c'est grand, voilà, j'ai toujours une chambre où quelqu'un peut venir travailler. Donc c'est une sorte d'échange qui se fait. J'aime bien aller travailler chez les autres et j'aime bien que les autres viennent travailler chez moi, même quand je suis là. Là aussi, j'aime bien aussi sentir que quelqu'un d'autre travaille à côté. Voilà. Elle va trouver donc, grâce à une annonce, elle va trouver son bonheur avec un monsieur Tournon qui doit partir en Inde et qui a besoin de quelqu'un pour garder sa maison dans laquelle il y a un chat qui a une importance, c'est une plante carnivore, donc il faut bien s'occuper de ces plantes. Et en échange, elle peut profiter de la maison et être tranquille pour écrire. Donc voilà, ça. Et alors, ça, cette histoire de maison, c'est tout à fait fascinant. J'ai plusieurs questions, si ça vous ennuie pas. D'abord sur ce monsieur Tournon. Alors évidemment, Tournon, on se dit, bon, c'est aussi un tournant un peu dans son histoire, puisque c'est le moment où il a commencé à écrire. C'est le. On peut penser aussi à Tournon la page, si on veut. Mais sa maison, il lui donne. Enfin, c'est pour un délai de 9 semaines. Et je pense que ce délai a une importance aussi. Ah oui, sûrement, oui, je n'avais pas pensé, oui. C'est le chiffre 9 par rapport à la gestation, c'est ça? Non? Oui, parce que justement, c'est quand on arrive... Enfin, je fais un saut dans le livre, parce que les différents chapitres, en fait, c'est première semaine, deuxième semaine, etc. Donc, et quand on arrive à la 9e semaine, c'est là que nous est faite une grande révélation. C'est là qu'il y a très fort, moi je n'ai pas analysé ça. Non, c'est bien, tant mieux, ça tombe bien. Bon. Il faut des gens comme vous pour savoir lire. Mais les livres, c'est vrai que les lecteurs voient des choses que nous, on ne voit pas. Et le livre en sait beaucoup plus que... 9 semaines, c'est le moment où on commence à voir. Oui, bien sûr. Ouais. Et là, c'est le 9e semaine, c'est le moment où on va prendre quelque chose par rapport à l'histoire du frère. La maison, alors, monsieur, le chat, formidable. Alors là, évidemment, c'est un délire. On peut se lancer dans tout un tas d'interprétations, parce que Virgile, bien sûr, d'ailleurs, vous le dites dans le texte, ça nous fait penser. Il s'appelle Virgile, le chat. Oui. À Virgile qui accompagne dans la divine, enfin dans l'enfer de Dante, il accompagne Dante, il est son guide aux enfers, en quelque sorte. Virgile lui-même a écrit une descente aux enfers, puisqu'il a écrit l'Énéide, qui est le récit de sa propre descente aux enfers, et ça remonte ici, vous voyez. Et j'ai pensé également que ce chat s'appelle Virgile, enfin, que ce chat Virgile est aussi une sorte de figuration du frère absent, parce qu'à un moment, vous dites que le frère a sur le visage comme une virgule. Virgule, Virgile, non. Mais ça, c'est vrai. Non, mais il n'a pas complètement inventé. Vous dites pas, oulala. Non, mais c'est vrai, parce qu'à un moment, je dis... qu'il aurait pu s'appeler Virgule plutôt que Virgile. De toute façon, donc je donne quand même un petit peu la clé. Oui, alors ce chat, il faut quand même le dire. Elle doit nous... Parce qu'il est un peu comme le frère. Il est absent et présent en même temps. Ouais, c'est ça, voilà. C'est un peu parce qu'en fait, quand j'ai pensé à ce chat, j'ai pensé au chat de Schrödinger, donc ce qui est à la fois présent et absent. Et en effet, ce chat, tout simplement, parce que là, on se parle dans des... comme ça, un peu loin, mais très simplement, elle doit nourrir ce chat, et ce chat n'est jamais là. Et donc elle le cherche, elle a peur pour lui, et le lecteur aussi a un peu peur pour ce chat. Est-ce qu'il n'est pas enfermé quelque part? Est-ce qu'il n'est pas en train de mourir de faim? Est-ce qu'il ne sait pas... Voilà, finalement, le maître, Gabriel Tournon, qu'elle a au téléphone, n'a pas l'air de trop s'inquiéter parce qu'il y a un jardin, peut-être qu'il est allé se promener. Enfin bon, en tout cas, ce chat est la figure même de l'absence, ça c'est sûr. Et
Elle a toujours quand même l'impression d'être observée. Et parfois, elle a l'impression que c'est son frère qui est derrière elle. Et parfois, elle a l'impression que c'est le chat. Mais enfin, quand même, heureusement, à un moment, elle se met à plat ventre et elle regarde sous le canapé. Et sous le canapé, elle voit au fond une boule sombre. Et elle se dit, ça y est, je l'ai trouvé. Et là, il y a quelque chose qui se libère en elle. Voilà, elle va plus être seule, elle va pouvoir accomplir sa mission et être débarrassée d'un souci. Mais bon, elle a beau agiter le paquet de croquettes devant le canapé, le chat ne réagit pas. Qu'elle va chercher finalement, elle s'énerve un peu, elle va chercher le balai. Glisse le balai sous le canapé comme ça, puis elle fait une espèce de crochet, le chat ne bouge toujours pas. Et elle, alors qu'il devrait bondir, probablement aller se cacher ailleurs, et elle arrive à le ramener comme ça, petit à petit, petit à petit. Puis à force, à mesure qu'elle ramène le chat, il y a l'angoisse qui monte, parce qu'évidemment, le chat ne bougeant pas, se laissant, voilà. Et quand le chat sort, enfin quand la chose sort, elle ne se remet pas sur ses quatre pattes, parce qu'en fait, elle n'a pas quatre pattes, en fait, c'est une pierre qui est enveloppée dans un pull. Et bien là, on arrive sur un nouveau soulagement d'une certaine façon, en même temps mystère. C'est quoi cette pierre qui était sous le canapé, enrobée par ce pull? Et là, on peut encore, je pense que vous avez encore une page au moins d'interprétation sur le pull et la pierre. Mais c'est aussi, voilà, ce livre, il est fait aussi de choses comme ça. Il y a beaucoup de choses très amusantes parce que le propriétaire lui téléphone régulièrement pour prendre des nouvelles du chat et elle ne le voit jamais parce qu'elle doit l'emmener chez le vétérinaire pour se faire vacciner, etc. Donc il y a tout un tas de choses très, très drôles là-dessus. Mais on peut peut-être dire que plus le récit avance, après on interprète ça comme on veut, plus le récit avance, plus la pierre prend une proportion importante. Oui, ben, la pierre, elle la met sur son bureau et en effet, elle prend enfin, voilà, on ne va pas aller trop loin, mais c'est pour vous donner un peu la couleur du livre. Il y a ce côté. C'est vrai que ça ressemble un peu à Alice au Pays des Merveilles, un Alice pour adultes finalement, avec des choses peut-être un peu plus abstraites que le lièvre ou je ne sais pas quoi, mais avec des figures comme ça qui viennent raconter l'histoire, mais de façon un peu énigmatique. Alors, je sais pas. En fait, quand c'est imposé l'image de la pierre, pour moi, je ne savais pas très bien pourquoi. Cette pierre enveloppée dans un puits. Et je me suis dit, c'est stupide, qu'est-ce que c'est que ce machin, etc. Et je me suis dit, on va le garder quand même, puisque ça s'est imposé, on va le garder. Et je l'ai gardé. Et après, un matin, je me suis réveillée et j'avais compris ce que j'avais symboliquement voulu représenter avec cette pierre. Je me suis dit, mais oui, mais bien sûr, c'est ça, quoi. Et en fait, j'ai oublié depuis. Non, mais c'est vrai, je vous mens pas. Et à chaque fois, j'ai l'impression de passer à côté de l'interprétation parce que je frôle le pourquoi, mais je le trouve pas. Et en même temps, ça m'amuse assez qu'il y ait dans mon livre quelque chose comme ça que je sais, mais que je ne sais pas, quoi. Je le sais, je sais que c'est juste, je sais que le symbolique est juste, mais je ne pourrais pas la nommer vraiment. Et alors, on parlait de ça avec des gens qui sont venus écouter une lecture à Surgères il y a 3 jours. Et il y a une dame qui m'a dit, mais si, en fait, ce qu'elle a sorti de sous le canapé, c'est son chagrin. Je trouve ça très beau. C'est pas ce que j'avais pensé comme interprétation dans mon illumination du petit matin, mais je trouve ça assez beau. C'est le chagrin. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand elle arrive à voir ça et que finalement elle voit que c'est pas le chat, elle se met à pleurer. Il y a une espèce de délivrance des larmes, quoi. C'est-à-dire que jusqu'à présent, jusqu'à ce que la pierre était sous le canapé, elle disait qu'elle n'avait pas envie de pleurer, elle disait qu'elle voulait raconter que les bonnes choses, elle voulait qu'en fait la mort de son frère c'était tant mieux, enfin elle le disait mieux que ça, mais bon, c'est ça. Et puis ça, il y a une rupture, quoi. Il y a une bascule à ce moment-là. On est très au début du livre, donc je vous en révèle pas beaucoup, hein, toujours. Et donc c'était assez joli cette interprétation avec le mot chagrin. Je sais pas.
Est-ce que vous avez d'autres idées, même si vous n'avez pas lu le livre? Non, mais c'est une belle idée. C'est bon. Ouais. Je n'avais pas pensé, mais ouais, moi non plus. C'est vrai, finalement. Quelque part, c'est vrai. Les chagrins. D'un autre livre, ouais. En tout cas, ça me fait. Ouais, c'est vrai que ça m'intrigue toujours. On apprend, on passe peut-être vite là-dessus parce que je pense que tout le monde va y penser, mais on apprend que le prénom de M. Tournon, c'est Gabriel. Gabriel, évidemment, on pense tout de suite l'ange Gabriel, le messager en quelque sorte, et c'est aussi celui qui représente le plus la parole, le don de la parole, et la parole, le langage, c'est quand même ce à quoi elle est confrontée pendant tout le livre, et elle est là, en fait, dans sa maison, pour retrouver sa voix dans le... Alors, c'est tout à fait juste, mais je vais ajouter encore une petite pierre à l'édifice. Voilà, c'est que Gabriel Tournon, alors moi je m'amuse assez, comme j'ai quand même écrit 15 romans, je crois, donc je m'amuse à prendre des choses dans les romans et à les voilà, ce petit jeu comme ça. Et donc il y a souvent des personnages qui existent déjà dans d'autres romans et que je reprends. Je dis, bon, je ne veux pas en inventer un autre, j'en ai déjà pas mal dans mon tiroir, alors j'ouvre le tiroir à personnages. Ah tiens, Gabriel Tournon, où est-ce qu'il était? Gabriel Tournon, c'était un éditeur dans la nouvelle pornographie. C'était l'éditeur, donc par rapport au langage, c'est tout à fait juste. Il s'appelait Gabriel Tournon, je l'ai repris là et je l'ai mis. D'ailleurs, il a un petit... c'est pas un livre religieux du tout, enfin, vous ne poussez pas du tout cette métaphore, mais quand même, à la fin, enfin, vers la fin du livre, elle n'a pas terminé d'écrire son livre, lui, il est encore en Inde, et il lui dit, je repousse d'une semaine ou deux parce que j'ai rencontré quelqu'un, mais il lui dit pas qui, elle s'interroge, il dit rencontrer quelqu'un, est-ce que c'est une femme, etc. Mais si c'est l'ange Gabriel, il a peut-être rencontré quelqu'un d'autre encore. Peut-être il a ce message de lui laisser terminer à elle c'est joli. son chemin. Ah, c'est bien, j'adore les lecteurs. Les lecteurs aussi précis que vous, aussi inventifs. Non, mais c'est vrai. Bon, il y a toute une partie du livre aussi, parce que le livre raconte à la fois l'histoire d'Alice et de son frère, et l'histoire de l'écriture du livre. Et il y a tout un tas de passages justement sur comment commencer un texte, etc. Alors elle fait des listes d'incipides qui sont très drôles. Les incipides, c'est les premières phrases, vous savez. Parce qu'il y a sa grand-mère qui lui dit, parce qu'elle en parle à sa grand-mère, dès qu'elle a un problème, elle en parle à sa grand-mère, qui est toujours là pour l'écouter, pour lui répondre. Et la grand-mère a cette réponse qui l'aide pas tellement, c'est le problème avec les premières phrases, c'est qu'il n'y en a qu'une seule. Bon, Evelyn, débrouille-toi avec ça. Et donc, elle fait des listes de premières phrases. C'est vrai que je m'amuse à penser qu'un livre peut changer complètement de chemin si on lui change sa première phrase. Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui disent la première phrase, c'est ce qui donne la suite du livre. Et puis alors elle c'est ça marche pas beaucoup. Alors elle cherche des images. L'image la plus ancienne qu'elle arrive à trouver, c'est une image de son frère qui fait le mort, enfin quand ils étaient enfants, qui s'amuse à faire le mort. Et ça encore, ça nous intrigue parce que tout au long du récit, on va trouver des attitudes de ce frère dont on dit il est très affectueux avec sa sœur, il est très aimant, mais il a des attitudes parfois un peu bizarres, un peu inquiétantes. Oui, je pense qu'on est de plus en plus inquiet et pour le chat et pour la narratrice d'avoir dans ses récits, quoi. C'est-à-dire il y a quelque chose qui... Voilà. Bon, ça, on ne va pas raconter, sinon... Bon. Il y a un autre passage, je ne sais pas de le lire, mais je le signale, où, justement, croyant rattraper le chat sous le lit, là, ce que vous avez raconté, elle fait toute une énumération de mots sur le mépris, enfin, sur la méprise, parce qu'elle s'est dit, je me suis méprise, c'est-à-dire, méprise, c'est l'erreur, mais en même temps, méprise, je suis celle qui est méprisée, quoi, en fin de compte. Est-ce que c'est pas ça
le cœur des relations avec son frère. En tout cas, méprise, c'est intéressant et ça engendre le mépris. C'est plutôt ça, voilà, c'est-à-dire qu'il y a un problème de place, en fait. Il y a quelque chose, il y a une tromperie sur la place, c'est-à-dire que déjà, grande sœur, petite sœur, la place n'est pas la bonne. Après, cet amour, peut-être qu'il est il est un peu déplacé aussi, il est un peu monstrueux aussi, cet amour. Donc là, il y a aussi une méprise. Et puis à la fin, ouais, alors il faudrait en raconter trop, mais en effet, non, voilà, le mépris peut arriver aussi. Non, mais vous lirez le passage 44, page 44-45, vous verrez, il y a toute une litanie de mots dérivés de mépris, de méprise, qui est tout à fait éclairant. Dans les souvenirs d'enfance, alors c'est des souvenirs d'enfance, en même temps on se dit c'est des souvenirs d'enfer aussi, parce que toujours dans l'idée de cette descente aux enfers qui s'effectue pendant qu'elle écrit, parce que par exemple il y a une histoire de millefeuille qui est assez pathétique, quoi. Elle achète un millefeuille pour le jour de son anniversaire alors qu'il est mort et qu'il n'arrive pas à manger. Il y a une histoire de falaise. Quand ils sont enfants, son frère l'amène au bord d'une falaise qui vient de s'écrouler, quoi, en fait, et après il la pousse. Après il fait semblant de raconter qu'il l'a sauvée. Enfin, il y a diverses choses comme ça, diverses scènes qui sont à la fois drôles d'une certaine façon, comme la scène du pharmacien par exemple, et qui sont extrêmement cruelles. Je trouvais, plus on avance, plus... Il y a ce truc entre frères et sœurs, hein. Les parents disent toujours mais non, mais il taquine, il faut pas le prendre mal. Enfin, moi je parle en tant que petite sœur, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux frères qui ont un accès au langage plus. Enfin, moi j'avais deux frères, voilà, qui avaient beaucoup d'humour et qui avaient un accès évidemment. Ils étaient devant moi quant à la manipulation et des mots. Et puis, oui, les adultes, ils trouvent ça très drôle, quoi. En fait. Ça. Donc, c'est ça, les adultes, ils disent, oh, c'est rien, c'est juste pour rire, quoi. C'est rien. Il y a un geste qui m'a paru particulièrement cruel et d'une certaine méchanceté. C'est parce qu'il y a une histoire de cassette audio que collectionnait le père, enfin dont se servaient beaucoup les parents, et que la narratrice récupère à un moment parce que évidemment ça fait image en quelque sorte. La cassette, on la rembobine, c'est un peu comme le mémoire qu'on rembobine pour rejouer le passé, le réécrire. C'est un peu une mémoire sonore. Donc c'est un appareil auquel tenait beaucoup le père. Il le donne aux enfants, et le frère, le premier geste qu'il a, c'est de l'acheter dans une benne à orgue. Oui, ça peut être intéressant sans en raconter trop. C'est qu'en fait, les histoires de frères et sœurs, la plupart du temps, en littérature, sont des histoires de rivalité, quoi. Rivalité, c'est-à-dire qu'il y a les parents et il y a des enfants qui veulent être les préférés, on va dire ça, pour être un peu caricatural. Ou alors une opposition comme Abel et Caïn, avec un frère qui va tuer l'autre, pour être quand même l'élu par rapport à Dieu pour Abel et Caïn. Donc c'est les parents qui sont un peu le centre de l'admiration qui est le moteur du livre. Mais là, c'est pas du tout comme ça. Là, j'ai eu envie que ce soit pas du tout ça le problème. Le problème, la tension, quoi. Parce que les parents, ils sont charmants, ils sont délicieux, ils sont sympathiques, ils sont un peu barrés, quoi, parce qu'ils sont ailleurs, ils sont passionnés, ils font du théâtre tous les deux, donc ils sont complètement passionnés par ce qu'ils font. Ils sont très contents d'avoir ce petit frère qui va s'occuper de la sœur un peu, qui traîne un peu, qui n'arrive pas à apprendre à écrire, etc. Et que le petit frère va être comme un petit parent. Et donc, pour rejoindre... Oui, l'histoire de l'appareil. Rejoindre l'appareil, le père donne cet objet qui est très important pour lui. Mais en fait, le frère, il ne veut pas des parents, quoi. Il écarte les parents, il ne veut pas d'un objet qui vient des parents, et il veut rester ce petit parent pour cette sœur. Il n'est pas très sentimental sur
ce point-là, en tout cas, sur le point d'une certaine mémoire, en tout cas, à laquelle elle est très attachée. J'aimerais revenir, si vous voulez, sur le personnage de Georgia, qui est formidable, parce que, on a dit, c'est elle qui initie l'écriture, qui la guide à distance. Tout se passe par téléphone, d'ailleurs, hein, dans le livre. Elle lit et elle relit dans les deux sens du mot. Elle est traductrice de métier. Et pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est elle qui lui fait accorder les temps. Pourquoi ? Parce qu'elle lui fait écrire un petit conte qui serait le résumé de son livre, et elle lui dit, mais tu mélanges tout, tu mélanges les temps, le passé, le présent, l'imparfait, je sais pas quoi. Non, il faut l'écrire plus clairement que ça, mais tout au passé simple. Et c'est de là que vient cette histoire de passé simple, j'imagine, d'autant plus que ça sonne un peu curieusement à nos oreilles, puisque son passé est loin d'être simple. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit texte que la narratrice écrit pour un concours, un journal qui lance un concours sur frères et sœurs, et on peut écrire ce qu'on veut, une nouvelle, un conte, etc. Donc elle décide, ou sa grand-mère l'incite à écrire un conte. Et en effet, là c'est un petit plaisir d'autrice aussi, c'est-à-dire que je l'ai vraiment écrit avec beaucoup de passé simple. Faut dire, je sais quand même employer le passé simple. Et donc il y a ces 3 pages qui est une espèce de transposition de son histoire avec son frère, mais sous forme de conte. Et avec beaucoup de passé simple. Donc voilà. Et elle lui dit aussi autre chose qui est tout à fait intéressant par rapport à ce qu'on lit dans la première page où elle nous annonce qu'elle ne va pas tout nous dire. Sa grand-mère lui dit, c'est à propos des plis, vous savez, le fond des choses est à chercher dans les plis du langage. Et cette métaphore des plis, de ce qui est dans les marges, ce qui est caché dans le texte, revient plusieurs fois, notamment à un moment où elle rencontre un personnage qui lui offre un livre de poèmes de Michaud. Dans les plis. Ça, c'est un peu mon... Vous notiez le fait que tous mes livres sont différents, dans des ambiances très différentes et tout, mais j'ai quand même mes marottes. Et c'est vrai que les marges, les plis, les rides, je crois que ça revient, et c'est cette façon aussi de lire dans les mots un peu, c'est-à-dire de voir les mots dans les mots, Oui, est-ce que voilà. C'est pas finalement, d'ailleurs, la dernière fois, Muriel Barbery nous disait un peu la même chose à ce propos, il disait, mais j'ai pas envie de tout nous expliquer, tout n'est pas forcément. Et est-ce que c'est pas justement la part active du lecteur ? Du lecteur, oui, voilà, que de déplier un peu cette... choses qui ne sont pas dites dans le texte. Il faut dire que cette Georgia, on ne peut pas tout dire, mais des passages très drôles, elle a un grand appétit de langage, et notamment les gros mots, ça lui plaît beaucoup, alors elle essaie toujours d'en mettre, et elle invente des mots même qui n'existent pas, enfin c'est très, très drôle à lire. C'est-à-dire c'est une histoire quand même assez sinistre, cette histoire de frères et sœurs, c'est vrai, c'est assez dur, quoi, c'est même assez bouleversant. Et donc, en effet, cette Georgia, elle est quand même là pour faire résonner les choses plus... respirer un peu le livre aussi. Quelques gestes encore d'écriture qui m'intriguent, enfin, qui font avancer finalement l'intrigue et le suspense, si je puis dire. Il y a une boîte à secret qui est une boîte d'enfants, quoi, qui se promène tout au long de lui, enfin, dont elle a hérité de son frère, que sa mère d'ailleurs veut récupérer plus tard pour une exposition, je ne sais pas. Enfin, et le propre de ces boîtes à secret, là encore, c'est de ne pas les ouvrir, de garder le secret dans la boîte. Ça aussi, c'est des petites intrigues, parce qu'on se demande au fil du livre, mais finalement, est-ce que c'est si important ce qu'il y a dans la boîte à secret? Est-ce que l'important, c'est pas la boîte à secret même? Oui, c'est ça.
Ou alors, on peut poser autrement la question. Est-ce que c'est plus important que le secret soit caché ou qu'il soit révélé? Est-ce que le secret est plus important quand il n'est plus un secret, il n'est plus un secret, donc il perd sa qualité. Enfin, en tout cas, je ne parle pas de la vie réelle, là, je parle dans les livres. C'est intéressant, les mots secrets, les boîtes à secrets. Il y a beaucoup de choses aussi très intéressantes sur le geste d'écrire, sur le support, sur la façon d'écrire, etc. Parce qu'elle commence à parler de mouches séchées dont elle doit nourrir la plante carnivore de l'homme, Gabriel, qui lui prête la maison. Donc la plante doit manger une mouche toutes les semaines. Et cette histoire de mouche, ça l'entraîne à penser mouche, patte de mouche, et son écriture, notamment quand elle était enfant. Et dire, elle écrivait des pattes de mouche, bah oui, parce qu'elle est petite. Non, elle écrivait des pattes de mouche, parce que pattes de mouche, c'est son écriture intime. Et qu'en fait, on a voulu l'en corriger, et qu'elle a construit une autre écriture, qui n'est pas son écriture intime, c'est l'écriture d'apparat. Elle a deux écritures. Quand elle est petite, elle écrit et personne ne peut la relire. Et son frère s'applique à lui apprendre l'écriture lisible. Et en comptant les pleins, les déliés, etc. Il passe beaucoup de temps à ça parce que ce frère, il ne supporte pas qu'on dise que sa sœur écrit comme un cochon, quoi. Il ne supporte pas qu'on critique sa sœur. Il l'aime, je veux dire, il l'aime vraiment dans le sens qu'elle fait partie de lui. Et quand on insulte sa sœur, c'est lui qu'on insulte. Je pense que c'est vraiment ça. Il ne supporte pas qu'on dise du mal d'elle, il ne supporte pas qu'elle soit embêtée par les autres. Enfin, il la protège, supporte, surprotège. Mais elle, son écriture en pâte de mouche, donc en effet, elle la retrouve dans cet appartement où elle doit, c'est l'écriture de l'intime, quoi, elle doit nourrir les plantes avec son écriture en pâte de mouche, quoi. En gros, c'est ça. Il y a même des histoires de papier aussi qu'elle va découvrir. Non, mais là, on va perdre tout le monde. Là. Je pense qu'il faut qu'on passe comme ça. On verra en lisant. Bon, elle fait souvent beaucoup de promenades où elle réfléchit à son récit, etc. Et elle passe dans les décors comme si le décor était quelque chose, comme si c'était des faux décors, en quelque sorte. De même, quand elle va voir son frère la dernière fois, elle prend le train, elle s'assoit pas dans le sens de la marche, c'est-à-dire qu'elle va défiler le décor comme ça, et elle ne va pas dans le bon sens, c'est-à-dire elle va dans le sens du passé, pas là où elle devrait aller. Et donc, je me suis demandé si ce problème de décor, ça n'était pas lié à la parole, parce qu'à un moment, elle va consulter par téléphone, encore une fois, enfin par téléphone et ordinateur, une psychologue qui lui donne sa consultation dans le noir. Cette psychologue s'appelle Dark. Ne dis pas que vous avez pas fait exprès. Et de ce noir surgit la parole. Oui, voilà. Non, mais enfin, oui, enfin, ouais, non, mais j'ai pas envie de paraphraser, de raconter, parce que ça aussi, c'est une scène, il faut pas que je dise la fin, sinon c'est dommage. Ouais. Une pirouette à la fin. Il se passe quelque chose. De même, il y a un fleuve très présent qui s'écoule, sur lequel qu'elle contemple beaucoup. Je me suis demandé si c'est ce fleuve qui s'écoulait si régulièrement et de façon de plus en plus apaisante, finalement, si ça n'est pas l'intrigue, l'écriture qui se déroulait. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'elle n'a pas l'habitude, elle ne connaît pas le fleuve. Quand on ne connaît pas le fleuve, c'est très intriguant, un fleuve. Quand on est, je sais pas, on a été élevé plutôt avec la mer ou avec les lacs ou avec une autre forme d'eau. Le fleuve, c'est cette chose qui n'arrête pas de couler, mais ça ne s'arrête jamais, quoi. C'est quand même dingue quand on y pense. Toute cette eau qui passe chaque jour, et là, son appartement, il donne sur le fleuve. Donc c'est en effet cette chose qui coule. Peut-être qu'elle aimerait arrêter à certains moments, c'est angoissant de voir toute cette eau qui s'en va.
Mais après, finalement, petit à petit, en effet, c'est paisible. Puis quand il y a cette pierre sur le bureau, et il y a le fleuve, quoi. Et c'est ça, quoi. Même s'il y a une pierre, elle n'arrête jamais le fleuve. Le fleuve, il va toujours. Et c'est en effet l'écriture, cette façon d'aller avec les mots, d'aller avec le langage, et de s'apaiser un peu. La plante carnivore aussi, parce que plus elle écrit, plus elle avance, mieux la plante carnivore se porte. Elle a de nouvelles bouches. Oui, ça se passe plutôt bien pour la plante. Bon, bref. Enfin, de toute façon, il y a tout un tas tout un jeu aussi d'ailleurs extrêmement habile, très, très stimulant sur des allers-retours entre le passé et le présent de l'écriture, c'est-à-dire parfois elle commande quelque chose qu'on a déjà lu, ou alors elle commande quelque chose qu'on n'a pas encore lu, et que sa grand-mère lui dit, mais sa grand-mère ou d'autres personnages, comme par exemple un peintre qu'elle a rencontré, lui disent, il faut absolument que tu racontes ce passage-là, et donc ce passage-là qui est connu des personnages, n'est pas connu de nous, mais va l'être ensuite. Oui, ça c'est le plaisir de voir le livre s'écrire devant les yeux. Le lecteur, et à la fois il est privilégié, parce qu'il voit tout ce qui aurait pu être dans le livre et qui n'est pas, mais qui est quand même, en fait, enfin bon, c'est un jeu avec lui. Donc il a ce privilège d'être à la naissance des choses, mais aussi il y a en effet certaines scènes qu'un personnage peut connaître, mais que le lecteur ne connaît pas ou pas encore. Et pour s'acheminer doucement, pas vers la fin, mais vers l'accomplissement du livre en tout cas, puisque c'est aussi cette aventure. D'abord, il y a des choses très drôles. Il y a une anecdote un détail que je ne résiste pas à raconter. C'est qu'à un moment, elle a affaire à un vétérinaire parce qu'elle doit faire le vaccin de son chat, je sais pas quoi. Enfin, elle rencontre un vétérinaire qui la drague un peu, quoi. Enfin, et il lui indique où il habite et sa maison, il recueille tout un tas d'animaux perdus, etc. Enfin, des chiens, des chats, des reptiles, des trucs comme ça. Et vous entendez le bruit derrière la maison. C'est mon cochon, c'est un cochon que j'ai récupéré qui s'appelle Clooney. Et Clooney, on voit qu'il l'appelle Georges Clooney. Avec son cochon Georges Clooney. Et alors c'est curieux parce que à ce moment-là, c'est vraiment, alors là, peut-être le lecteur, je ne sais pas si c'est. Mais c'est dans un moment qui est crucial quand même dans son récit. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle rencontre Georges Clooney? Parce qu'il y a urgence. Parce qu'il y a urgence. Je crois que George Clooney, il a un cochon de compagnie, en fait, pour dire la vérité. C'est comme ça que j'ai pensé à ce personnage. Enfin, c'est vrai que là, on rit, enfin, je ris en vous écoutant, mais la couleur du livre est très sombre, en fait. On dirait pas comme ça. Et c'est vrai que c'est là, quand on empile parce que voilà, tout le temps, il y a des petites choses, quoi, pas comme la vie, quoi. Comme la vie, c'est-à-dire qu'on peut être très triste et en même temps, tout le temps, il y a des choses auxquelles on peut se raccrocher qui sont drôles, quoi. Oui, non, mais c'est ce qui rend le livre poignant, en fait, c'est cette juxtaposition de choses qui sont amusantes ou parfois drôles, même dans l'attitude des personnages, et du fond qui est... C'est-à-dire qu'en fait, oui, parce que c'est ces choses un peu drôles, elles vous détendent, enfin, ou elles me détendent, moi, elles me détendent quand je les écris. Mais du coup, on peut aller beaucoup plus profondément, quoi. C'est comme si à chaque fois, on vous faisait un petit massage, et oui, mais on suit, quoi, parce on se barricade pas, parce qu'on se barricade pas contre la profondeur et contre l'angoisse qui est dans ce livre. Je crois que c'est un peu ça. Bah, pour moi, en tout cas, en écrivant, ça a été un peu ça. C'est marrant, j'ai pas pensé du tout comme référence parce que c'est quelqu'un à qui on pense pas, ou je ne pense plus. C'est Boris Vian, qui était quelque chose que j'ai lu il y a très longtemps, mais je pense que il y a un peu ça dans l'écume des jours, non? Quelque chose à la fois ludique et dramatique, non? Parce que aussi, je pense que Vian était quand même très influencé, lui aussi, par
Lewis Carroll, et sur la liste et tout ça. Ouais, et puis c'est quand même un destin tragique avec cette mort très jeune et ça, et en même temps un musicien. Je sais pas, voilà, c'est une référence qui me vient que j'avais pas du tout anticipée, mais pour c'est cette double D'ailleurs, disons. à ce propos, dans la période, disons, de la fin du livre, qui est plutôt le moment d'accomplissement dans l'écriture du livre, il y a deux événements qui font sens. C'est la découverte derrière une glace de salle de bain parce qu'il y a un courant d'air, enfin bref, d'un appartement qui existe derrière. Et alors là, on pense, bah oui, c'est Alice, elle est passée derrière le miroir. C'est un peu cette image qu'on retrouve du début, enfin à laquelle je ne sais personnellement, par rapport à Lewis Carroll. Et aussi, est-ce qu'on peut le dire, parce que là c'est un suspense d'enfer. Non, on ne le dit pas. Il y a un personnage qui revient, en tout cas. Un personnage qui revient. On ne peut pas vous dire qui. Non. Il ne peut pas s'empêcher. Oui, bah non, c'est pas la peine. Mais enfin, ça prend un certain sens aussi. Quoi. Et peut-être pour conclure, je vous laisse commenter une phrase que. Est-ce que c'est ou est-ce que c'est sa grand-mère qui lui dit, je ne sais plus. Elle lui dit écrire. Non, voilà, c'est parce que bon, elle se libère aussi un peu par l'écriture de son livre et elle reprend sa vie en main, il lui arrive diverses bonnes choses et elle dit oui, on écrit écrire pour reprendre sa vie en main, pour être qu'est-ce que ça veut dire écrire pour être l'auteur de sa vie quoi. Elle dit ça, c'est vrai. Ouais, j'avais oublié. Page 220, c'est tout à la fin. J'avais oublié ça. Et, ah oui, je note, écrire pour reprendre sa vie. Ah non, c'est pas du tout ça. Pardon. Maître, excusez-moi. C'était écrire pour reprendre la main. Alors il y a un peu reprendre sa vie en main, mais reprendre la main, c'est encore autre chose. Voilà. Écrire pour reprendre la main, c'est-à-dire, en fait, il y a l'image au début de ce petit frère qui lui apprend à écrire en lui tenant la main. Il y a aussi, il lui apprend à faire du vélo, donc je n'ai pas développé, mais pour moi c'est clair, quand on apprend à faire du vélo, on tient le porte-bagages. Et reprendre la main aussi, c'est la main qui tient le stylo, c'est la main qui tape. En fait, le texte passe par les mains, là ou les mains. Donc pour reprendre la main, c'est aussi pour redevenir ce que l'on est, c'est-à-dire la grande sœur. Voilà. Donc c'est ça. Et la toute dernière chose sur laquelle je voulais vous faire réagir, c'est le tout dernier mot du livre, qui est un mot qu'on ne croise pas le reste du livre, en tout cas un temps qu'on ne croise pas, c'est le mot avenir. Elle termine en fait en ayant un avenir. C'est ça. Alors tout semble possible, même l'avenir. Ce sont les derniers mots. Le livre a été tourné plutôt sur vers le passé. D'ailleurs, il y a ce double mouvement. Plus elle rencontre des gens dans cette ville inconnue, plus elle tisse des relations dans cette ville inconnue, aussi bien avec le fleuve qu'avec des hommes qu'elle rencontre, etc. Plus elle va dans son passé, cette espèce de truc élastique comme ça. Et en fait, oui. Finalement, à la fin. Oui, est-ce qu'elle n'a pas besoin de faire toute cette écriture, cette démarche de raconter pour pouvoir reprendre la main à nouveau? À nouveau, on peut aller, ça y est, cette chose est là, elle est posée quelque part et on peut voir l'avenir. Parce qu'on était dans le présent et dans le passé, on n'était pas dans le futur. Est-ce que peut-être certaines personnes auraient déjà lu le livre, on voudrait poser une question, faire une intervention supplémentaire, peut-être ce serait
Y a-t-il des lecteurs, des gens qui ont déjà lu le livre? En tout cas, moi, je voulais dire que c'est un livre vraiment passionnant pour ça, à la fois ce qu'elle raconte, de cette vie qu'elle essaye, sur laquelle elle essaye de reprendre, qu'elle essaye de reprendre quelque part. Et c'est à la fois une histoire assez terrible aussi, de cette relation fraternelle assez terrible. Et en même temps, tout le temps dans le récit, c'est ce que tu disais, Nicolas, et ce que tu pointais, des moments de respiration comme ça, des moments avec la grand-mère notamment, avec oui, des passages comme ça, où on peut effectivement respirer un petit peu et reprendre et se dire bon, ça va mieux, là je vais pouvoir continuer. Mais c'est vraiment un livre très très poignant, très... Moi ça m'a beaucoup touché cette histoire de relation entre cette sœur et ce frère. C'est vraiment un très très beau livre sur la relation fraternelle. Enfin bon, comme vous l'avez vu, c'est pas un livre qui va tout droit, quoi. C'est un livre avec plein de facettes. C'est ça. Et d'ailleurs, ça c'est vous qui devriez le dire, le frère s'appelle Mika, avec les facettes. Ouais, c'est pour vous, ça. Non, c'est ça, c'est qu'on est tout le temps comme ça, quoi. On est tout le temps en train de marcher sur ce fil, en bougeant un petit peu comme ça. Les personnages sont comme ça. Et les personnages sont comme ça. Et bon, alors, la petite sœur, celle qui écrit, bon, on va dire qu'elle elle tient la route, comme ça, elle ne change pas complètement. Mais le frère, il change complètement suivant les scènes, finalement. Et on l'adore au début, on dit que c'est mignon, trop chou. Et puis après, on va avoir un truc, on va se dire non, mais ça va pas du tout, là. Là, il y a... Non, mais attention. Il y a une dame, justement, toujours la même lecture à Surgère. Alors, je commence par les premières phrases, alors les premières pages, là où on dit petite sœur, grande sœur, etc. Et alors après, elle vient me voir, elle me dit ah non, mais moi, j'ai eu mal au ventre pendant toute la lecture. Je suis désolée. Non, parce que je voulais me lever tout de suite, dès le départ, je voulais me lever et vous dire mais non, vous vous trompez, il n'est pas gentil. Tout de suite, elle a senti quoi, que cette inversion de petite sœur, grande sœur, il y avait un truc qui n'allait pas et ça lui a fait mal au ventre pendant toute la lecture. Je dis, bon, heureusement, à la fin, il y a cette... ça va. Parce qu'à la fin, ça va mieux. Mais c'est ça, quoi. C'est un livre... Bon, c'est plus facile quand on est plus jeune, on écrit plus des choses plus droites, quoi, aussi, je pense. En vieillissant, voilà, on a envie d'une complexité, d'essayer. C'est difficile, hein, de mêler mon éditrice Charlotte, que vous connaissez, que vous avez peut-être déjà vu ici, elle parle elle dit à propos de ce que j'écris, de cette chose que vous avez relevée, elle dit le mot loufoque. Et moi, j'aime pas ce mot, je trouve ça nul. Et en même temps, c'est ça, quoi. C'est-à-dire, il y a un côté traumatique, en fait, et un côté loufoque, il faut quand même l'avouer. Mais j'aime pas ce mot, quoi. Mais en même temps, elle le voit comme ça, parce qu'elle trouve ça tellement... ça la fait rire, et voilà, donc mélanger, c'est un truc très dramatique, très poignant en effet, etc., qui est l'histoire de ces deux personnages, et oser y mettre des choses qui... Ça, mais c'est pas évident. C'est pas évident à faire. Enfin, en tout cas, c'est un défi pour moi. C'était un défi pour moi, et parfois je me dis, oh là là, est-ce que j'ai bien fait? Parce que j'aurais pu rester sur le côté dramatique, puis voilà, hop... Ou de ma poule, tu tires les choses. C'est facile, quoi, de faire un bon livre bien dramatique, là, bien lourd et tout. Oui, pour moi, ça aurait été plus facile, en tout cas. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans. On peut enlever le chat, le machin. Le personnage de Gabriel, quand même un sacré personnage. Ouais, voilà. Parce qu'il n'est pas là, mais il est là. Il n'est pas là, il est là. Elle tombe un peu amoureuse de lui, enfin bon, etc. Et c'est un livre qui est très très dense comme ça, et c'est curieusement un livre de maturité, mais qui va vers l'éclatement plutôt que vers le resserrement. Donc ça c'est un peu, je sais pas, j'ai pas encore très bien compris ce que j'avais fait là, mais en tout cas j'ai tenté quelque chose. Le frère lui-même, même à la fin, je trouve il est encore, il suscite des sentiments ambigus parce qu'à la fois il
il a un grand charme, mais on sent qu'il a une dangerosité, quoi. Et il continue d'avoir les deux. Et elle, je dirais qu'elle essaie elle fait le tri, quoi, en fait, quoi. Elle essaie de garder la bonne part vous parliez de Loufoque tout à l'heure, c'est pas du tout du Loufoque, je dirais, c'est plutôt de l'humour noir, parce que par exemple, ils ont un amusement qui est tout à fait, justement, là, on pourrait trouver ça dans un Borésian ou dans d'autres auteurs comme ça. Ils ont un amusement quand ils sont enfants, c'est d'aller au cimetière, de ramasser, vous savez, les bandes violettes, là, et de les En fait, ils intervertissent les lettres. C'est-à-dire que comme elle voit les mots dans les mots, elle a quelque chose qui peut se rapprocher. Parfois, on a pensé qu'elle était dyslexique, etc., parce qu'elle voit vraiment les lettres flottent pour elle. Et donc, elle voit les phrases dans les phrases et les mots dans les mots. Donc, le frère décroche toutes les petites lettres et puis les inverse et puis ils vont les remettre sur les tombes. Et ça, ils font ça tous les deux. Ils sont très complices dans cette histoire-là. Hein. En formant des phrases qui sont assez provocantes, assez amusantes. Oui. Ils ont une relation à la mort un peu spéciale. Je me permets pour finir de faire un tout petit retour sur le Palais des Orties, qui est un livre, alors là, formidable, aussi très drôle, très jubilatoire d'une certaine façon. C'est pas ça, parce que ça raconte quand même. Non, mais justement, le Palais des Orties, on parlait tout à l'heure avec Lassie de l'endroit où se forme la parole. Le Palais des Orties, c'est aussi un peu cette histoire-là, puisque le palais, c'est aussi le palais de la bouche. Ah oui, c'est piquant tout ça, hein. Les orties dans la bouche. Ouais. Le palais des orties, le titre il est venu un peu parce que ça sonnait avec la Reine du Silence aussi, la Reine, le palais, tout ça, on était un peu dans le même monde, quoi. Bon, en tout cas, on conseille tous ces livres, les poches, les grands formats, tout. Oui, tout est bien. Tout est très bien. En tout cas, moi j'avais adoré le Palais des Orties et j'ai beaucoup aimé Petite Sœur aussi. C'est vraiment de très beaux livres. Le Palais des Orties, c'est beaucoup plus classique, quoi. C'est vraiment le roman avec un personnage qui arrive, qui va chambouler les personnages qui sont déjà en place dans une famille, quoi. Il y a aussi une sorte d'étrangeté dans le Palais des Orties. Il y a aussi dans un peu moins quand même. Moins, mais quand même, malgré tout. Voilà, écoutez, on vous remercie et on garde un peu de temps, si vous voulez, pour signer quelques... Bien sûr, oui. Merci beaucoup pour vos interprétations. Maintenant, il faut écrire l'article. Vous avez 5 pages à écrire pour la fin du mois, s'il vous plaît. On mettra ça sur un site quelque part, ça sera bien. Merci beaucoup.